Ok. Et je vais juste partager l'écran. Ok. Vous voyez tous bien mon écran? Nickel. Ouais, le template est stylé, mais la présentation l'est moins. Je me suis donné 1 heure pour la faire, donc il n'y a pas beaucoup de choses dedans. Et puis je vais beaucoup parler dessus, donc n'hésitez pas à m'interrompre s'il y a des choses qui sont pas claires ou qui sont pas marquées, etc. Et puis voilà. Donc l'idée c'est de donner un petit aperçu de l'électronique de manière générale, comment ça a évolué historiquement, et puis qu'est-ce que ça devient à l'ère de l'intelligence artificielle. Et on va le voir en fait que c'était pas forcément dû à ça, mais des nouveaux problèmes qui arrivent. Donc le programme de la présentation il est assez simple. Entre guillemets, je vais vous décrire comment ça s'est passé de la création du transistor à maintenant. Faire un petit point sur ce qui se passe actuellement et pourquoi on a des problèmes avec l'ILLM notamment. Et comment on pourrait éventuellement dépasser ces limites plus tard. Parce que c'est un peu ça qui est dans le jeu maintenant. J'ai voulu reprendre de base pour vous donner bien le contexte et vous montrer qu'on n'est pas arrivé là par hasard, mais c'est juste que c'est plein de choses qui font que aujourd'hui on a ce qu'on a et on tend vers ce vers quoi on tend. C'est pas très clair, mais je vous promets, ça va l'être un peu plus juste après. Donc évolution des processeurs, le pourquoi du comment, qu'est-ce qu'on a fait, comment on est arrivé là, etc. Euh, Rapidement, bah, on avait une promesse initiale, c'est quoi? Bah, c'est qu'on part de ce transistor. Alors, est-ce que vous voyez mon pointeur? Pointeur, tac, ok. Ouais, je suis pas sûr de pouvoir le changer ça. Bon, on va laisser le petit et puis. Donc, à la base de la base, vous avez ce qu'on appelle les transistors. Donc, je pense que vous savez ce que c'est. Et si c'est pas le cas, bah, je vais juste le rappeler rapidement. C'est ni plus ni moins qu'un interrupteur commandé. Vous en avez de type P et de type N. C'est pas bien important de savoir pourquoi l'un dans l'autre, etc. Mais l'idée, c'est juste que si vous mettez par exemple à 1 votre B, eh ben, le courant il peut passer entre C et E. Et si vous mettez à 0 votre B, ben, votre courant il peut passer entre C et E. Donc c'est vraiment un interrupteur commandé en disant ben, soit le courant il passe, soit le courant il passe pas. Bon, avec ça, on fait beaucoup de choses, euh, notamment des portes logiques. Donc par exemple là c'est ce qu'on appelle un inverseur. Donc c'est juste une porte qui prend une entrée logique, par exemple un 0 ou un 1, et qui ressort l'inverse de cette entrée logique. Bon, ça, c'est la plus simple, entre guillemets, de porte logique, et vous en avez tout un tas de déclinaisons. Là, j'en ai mis 4, mais en vrai, il y en a des dizaines et des dizaines. Enfin, il y en a une petite dizaine que vous pouvez combiner pour faire des fonctions logiques qui sont bien plus importantes et bien plus grandes. Et toute la base, en fait, de nos processeurs, à la fin, en fait, c'est juste des portes logiques qui sont faites de transistors. Donc la brique de base, en fait, c'est vraiment le transistor et c'est le nerf de la guerre, dans le sens où si vous arrivez à l'optimiser lui, bah, vous arrivez à optimiser votre processeur. Donc, au moment où on a commencé à s'intéresser à ça et à rendre ça viable, euh, bah, il y a des gens qui ont commencé à théoriser l'évolution de la puissance de calcul de nos ordinateurs. Et il y a notamment un gars qui s'appelle Gordon Moore, qui a émis une loi. Alors c'est une loi pas au sens de ça va se passer comme ça, enfin c'est plus une loi au sens de prédiction. Donc lui, à son époque, il avait de 1970 à 1980, grosso modo, il avait ces premiers points-là, et il a prédit que bah, tous les 2 ans, le nombre de transistors sur une puce, il allait doubler. Vous voyez que la loi s'est à peu près bien vérifiée. En 1970, on était à 1000 transistors sur la puce, et pour une même surface, maintenant, on est à plus de, je ne sais même pas combien ça fait, tac tac tac, 500 milliards de transistors pour les derniers AMD EPIC ROM, donc c'est des gros processeurs
etc. Donc l'idée c'est que en fait on arrivait à miniaturiser la brique principale qui était le transistor pour en mettre grosso modo plus sur la puce. Et donc plus de transistors, bah, forcément plus de puissance de calcul. Ça a été aussi rendu possible par la physique qui vous dit qu'en gros, si vous réduisez la taille de votre transistor, vous réduisez également la tension à laquelle il peut travailler. Les transistors, en fait, pour faire des zéros logiques, pardon, je spoil un peu, pour faire des zéros logiques ou des 1 logiques, en fait, vous appliquez des tensions. Sur B, par exemple, j'ai appliqué, je sais pas, 3 volts. Je veux dire que ça, c'est mon 1 logique. Le transistor, lui, il a ce qu'on appelle une tension de threshold, une tension de seuil, à partir de laquelle, lui, il dit que bah, il est ouvert, il est passant, ou pas passant. Okay, et donc c'est cette tension de seuil qui détermine la tension à laquelle vous allez pouvoir utiliser votre transistor. Cette tension-là, en fait, elle diminue avec la taille du transistor. Ce qui fait que plus on diminue la taille, plus la tension qu'on pouvait utiliser pour ces transistors était faible. Et plus la tension qu'on utilise pour alimenter ces transistors est faible, plus en fait la puissance qu'on doit fournir à ces transistors pour qu'ils fonctionnent, elle est faible aussi. Pourquoi? Parce qu'on a une dépendance en V carré dans la puissance qu'on appelle dynamique. Donc cette puissance-là permettait de, bah, à taille constante, mais à doublement de la taille des transistors, enfin doublement du nombre de transistors, on avait quand même une puissance qui était constante. Donc en fait, au fur et à mesure qu'on réduisait la taille du transistor, on diminuait cette tension d'alimentation, et donc on gardait constant, c'est ce qui est noté là en fait, c'est ce qu'on appelle le scaling de Dennard, on gardait constant cette densité de puissance. Okay, et ça, c'est vraiment à la base du truc, c'est dire, ok, plus on fait petit, en fait, plus on peut en mettre dans la puce, et moins unitairement ça nous coûte en énergie. Donc plus en fait on peut en mettre à coût d'énergie égal. Et donc ça c'était super intéressant, parce que plus on réduisait, plus on était content. Le problème, c'est que, évidemment, ces lois-là, elles marchent jusqu'à un certain point, un point où la physique elle nous rattrape et nous dit attends, en fait, non. Maintenant, si tu réduis la taille de ton transistor, la tension que tu vas pouvoir utiliser pour ce transistor-là, elle va plus scaler avec 1 sur S carré. En fait, elle va plus scaler du tout. Elle va s'arrêter. Et ça c'est arrivé aux alentours des années 2000-2005, où en fait, on a une ère post-Dennard qui est arrivée, qui est en gros due à des limitations physiques dans les transistors. Le scaling, la réduction de la taille du transistor, ne permettait plus de réduire la tension d'alimentation. Et donc, au lieu d'avoir à la fin une densité de puissance qui était constante avec le scaling, en fait, on s'est retrouvé à un truc qui scalait en S carré, donc au carré de la surface. Et ça, c'est un gros problème. Parce que si on veut continuer à produire des plus grosses puces, etc., à mettre toujours plus de transistors, ça veut dire qu'on va scaler en S carré. Donc ça veut dire que la puissance qu'on va devoir fournir au processeur, elle va scaler en S carré. Et ça, c'est rédhibitoire pour votre consommation énergétique, mais surtout, c'est rédhibitoire pour la puissance dissipée de votre processeur. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes au courant, vous avez besoin de refroidisseurs pour vos processeurs, c'est parce qu'ils génèrent énormément de la chaleur. Une partie de cette chaleur, elle est générée par cette puissance dynamique. C'est grosso modo tout ce que consomme votre processeur. Il n'y a rien de... il ne consomme pas des électrons, c'est juste des pertes par effet Joule, par différentes manières. Mais ces pertes-là, du coup, génèrent de la chaleur, et c'est cette chaleur que vous allez devoir évacuer. Et vous comprenez bien que si jusqu'aux années 2000, on avait la densité de puissance qui était constante, si on passe en S carré, déjà qu'on avait du mal à refroidir nos processeurs à l'époque, si en plus on doit se prendre un scaling en S carré, ça ne va pas le faire. Donc on pouvait plus scaler comme on voulait. Et notamment, si on regarde ici la courbe noire, en fait c'est la fréquence, donc cycles par seconde, des opérations qu'on pouvait faire sur un processeur. Et en fait, c'était permis par quoi? Le fait qu'ici on ait un V carré, et là un F. Donc si on augmentait la fréquence de 10, on pouvait, si on diminuait la tension de 10, on pouvait augmenter la fréquence de 100. Mais vu que la tension, on ne pouvait plus la réduire, la fréquence, pour ne pas augmenter la puissance dynamique, on ne pouvait plus trop l'augmenter non plus. Et donc c'est pour ça qu'à partir de 2002, en fait, vous avez un plafond, on a atteint un plafond de verre, si vous voulez, en termes de fréquence.
Ou grosso modo, aujourd'hui, on a des processeurs qui tournent entre 3 GHz et 5 GHz, mais on ne peut pas aller plus haut. Parce qu'aller plus haut, ça signifie utiliser trop de puissance pour le processeur et on ne peut plus le refroidir à ce niveau-là. Donc c'est fin du jeu, on arrête et on ne peut plus scaler en termes de fréquence. Bon, ben, on s'est pas arrêté là quand même. La petite astuce qu'on a trouvée, c'est de dire, ok, ben, si on peut pas scaler en fréquence, on va scaler ben, en place. Donc en fait, au lieu de mettre un cœur dans nos processeurs, on va en mettre 2, 3, 4, 5, 6, etc. Jusqu'à monter à 256 cœurs là, pour les gros AMD EPIC, les énormes processeurs qui tournent dans vos data centers. Ben, au lieu de dire, ok, on va faire plus avec un, on va en mettre plein de petits en parallèle et ils vont faire le taf. Donc ça, c'est ce qu'on a fait, c'est ce qui nous a permis de passer de continuer à augmenter la puissance de nos processeurs de 2002 jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est pas tout. En fait, on a fait face aussi à un autre problème, c'est que évidemment la physique elle nous dit bah, ta tension elle diminue plus avec la taille du transistor. Mais aussi un truc qui est complètement débile, c'est que la taille du transistor elle peut pas être zéro. Donc au bout d'un moment, quand on a réduit la taille du transistor, ben, on est arrivé à l'échelle atomique. C'est-à-dire que la longueur du canal qu'on prend comme longueur caractéristique d'un transistor plan. Ça, c'est un transistor classique plan tel qu'on les faisait avant. Cette longueur caractéristique-là, elle a atteint une dizaine, enfin plusieurs dizaines de nanomètres. Donc plusieurs dizaines de nanomètres, pour vous donner une idée, un atome, ça fait un angstrom. Donc c'est grosso modo un dixième de nanomètre. Donc vous aviez, grosso modo, entre ici et ici, 1000 atomes qui permettaient de faire ce canal-là. Et je vous passe les détails physiques, mais grosso modo, avoir 1000 atomes ici, ça crée plein de problèmes en termes de physique pour notre transistor. Il y a des fuites de partout, il y a des capacités parasites de partout. Ça devient impossible de maintenir un champ constant là, etc. Il y a des cellules quantiques qui se rajoutent. Bref, ça devient super compliqué en fait de maintenir un transistor viable pour une taille réduite. Et pourquoi on voulait continuer à réduire la taille même si ça ne diminue pas la tension? C'est qu'en fait, bah, si on réduit la taille, on en met quand même plus sur la puce. Donc on était très content de pouvoir en mettre plus. Et au bout d'un moment, bah, nos tailles de gravure, en fait, elles ont été limitées d'une part par les aspects physiques, de dire, ok, bah, le canal, en fait, il est plus viable à cette échelle-là, plus par nos capacités de gravure aussi, parce que ça, il faut le fabriquer, et donc la fabrication, je vous passe les détails encore une fois, mais c'est un bordel innommable pour arriver à avoir ici une longueur de, je sais pas, 100 nanomètres. C'est hyper dur. On a dû développer des. Je sais pas si vous avez vu la dernière vidéo de Veritasium sur les graveurs litho. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller le voir, c'est hyper bien expliqué. Et vous allez comprendre l'ingénierie qu'il a fallu trouver pour construire des transistors qui soient si petits. Bon, même si on arrive à les construire, en fait, ils ne marchent plus, grosso modo, parce que cette longueur de canal bah, elle est trop petite. Du coup, on a fait d'autres types de transistors. Donc ça, c'est le transistor planaire qu'on connaît. Et puis, il y a eu du FinFET. Donc c'est aujourd'hui ce qu'il y a, je sais pas, 2-3 ans, vous aviez encore dans tous vos processeurs Intel et AMD. Et c'est ce que TSMC, le plus gros fondeur de la planète, euh, fonde le plus et fabrique le plus. Ça, c'est grosso modo l'état de l'art aujourd'hui. Et ensuite, vous avez des transistors qui sont en développement et donc, par exemple le gate all-around FET qui correspond à avoir la grille autour du canal ou des FET à base de nanosheets. Je passe les détails encore une fois, mais c'est des technologies qui permettent de s'affranchir des problèmes physiques qu'on avait pour le transistor ici, tout en réduisant la, la taille que prend le transistor sur la puce. Donc, bon an, mal an, on a réussi à contrer les problèmes de fréquence bah, juste en multipliant les cœurs, et on a réussi à continuer à miniaturiser nos transistors avec d'autres technologies de transistors. On arrive à aujourd'hui, et bah, nos architectures actuelles, comment ça marche. J'ai beaucoup parlé de la brique élémentaire, on va passer à un niveau au-dessus, c'est comment ça s'architecture du point de vue matériel, on va dire. Bah, au moment de la création de toutes ces choses-là, il y a un bon ami à nous qui s'appelle Von Neumann qui a donné une architecture
de processeur qui vous dit, en fait, une des bonnes manières de faire de l'informatique, c'est dire que vous avez des entrées et des sorties qui vont arriver dans une espèce de processeur global. Et dans cette unité de process, on va avoir une mémoire, ici appelée RAM, pour Random Access Memory, et une unité centrale où vous nommez processeur, et c'est vraiment ce que nous on appelle aujourd'hui processeur. Okay. L'idée principale, c'est qu'en fait, le calcul des fonctions logiques est dissocié de la mémoire. Ça, c'est hyper important. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous avez besoin de faire une opération, je sais pas, une addition, un truc, mais ça peut être n'importe quoi de fonction logique dans votre processeur, ben, votre processeur, en fait, il va appeler à la mémoire, il va dire, ok, petit bus, va chercher dans la mémoire l'adresse temps, il va chercher dans la mémoire, il ramène, il la stocke dans un registre. De ce registre-là, il va aller à l'unité arithmétique logique, il va faire son petit calcul, et puis il va la rendre au registre, qui va la rendre à la mémoire. L'idée, c'est que vraiment, on a une séparation stricte entre ce qui calcule et ce qui mémorise. Et ça, c'est l'architecture de base de tous nos processeurs, que ce soit CPU, GPU, etc., de tous nos ordinateurs. Aujourd'hui, quand vous achetez un ordi, bah, vous avez le processeur, et vous achetez en parallèle la mémoire RAM et votre SSD, etc. Ça vient de là, en fait, c'est que l'architecture de base de tous nos processeurs, de tous nos ordinateurs, en fait, elle est fondée sur cette architecture de von Neumann. Donc, vous allez me dire, oui, il y a quand même de la mémoire. Effectivement, à l'intérieur du processeur, il y a quand même des registres, d'accord, qui permettent de stocker temporairement des valeurs pour le processeur, mais c'est pas de la mémoire qui est persistante, et c'est pas de la mémoire qui a une grande capacité. C'est la mémoire qu'on appelle la mémoire cache dans vos processeurs. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé. Vous avez normalement une mémoire cache en mégaoctets généralement qui est associée à votre processeur. Ben c'est ça, c'est ces registres-là. Si on compare maintenant rapidement, on sait qu'on a différents types de processeurs. On a des CPU, des GPU, même maintenant des NPU. La distinction, elle est assez simple et rapide. Grosso modo, un CPU, c'est un chef de chantier qui est capable de, grosso modo, tout faire. C'est-à-dire qu'il est hyper diversifié dans ce qu'il peut faire et dans la manière de le faire. C'est vraiment le couteau suisse de l'informatique. Vous lui donnez n'importe quelle tâche à faire, il est capable de la faire. Et il est capable de la faire hyper rapidement. Hyper rapidement et hyper précisément. C'est-à-dire qu'il va demander à la RAM, machin, il va se passer dans son cache, il va faire la petite opération, il va la rentrer en cache, etc. Et ça va être super rapide et super précis. Un peu plus loin dans le spectre, vous avez le GPU. Ça, le G, c'est pour graphique. En fait, ça s'est posé. Le problème s'est posé au moment du développement des interfaces graphiques. C'est-à-dire, en fait, pour les interfaces graphiques, on n'a pas forcément besoin d'un calcul unique, hyper rapide et hyper précis. On a juste besoin, en fait, de plein de petits calculs, mais qui tournent en parallèle. Et pas forcément hyper précis non plus. Donc, un GPU, en fait, c'est juste un CPU sur lequel on a isolé une fonction. Donc là, par exemple, le GPU, c'est genre faire des maths, faire des multiplications, des additions, etc. On a isolé cette fonction-là, on l'a mis dans un petit bloc, et puis on en a mis plein partout pour pouvoir paralléliser nos calculs. Donc au lieu d'avoir 4 unités arithmétiques et logiques, bah, en fait, le GPU en a plein, pourra faire tout ce que une fonction qui a été donnée. En fait, c'est ça le désavantage du GPU, c'est que il est beaucoup moins diversifié que votre CPU, mais par contre, il le fait très vite et en parallèle. Donc si on peut comparer ça à une armée de petits ouvriers qui montent un mur, en fait, chacun met sa brique, et ça fait le mur, mais tout le monde met sa brique en même temps, et le mur, il avance beaucoup plus vite que si c'était le directeur de chantier qui devait mettre une par une chaque brique. Ok. Ça étant dit, il faut bien comprendre que ici, la DRAM que vous utilisez pour votre CPU et votre GPU, elle est distincte de votre processeur en tant que tel, et que c'est pas la même mémoire que vous avez dans le cache de votre CPU ou GPU, qui est ici en orange. En fait, on peut tracer une pyramide de la mémoire, qui est assez parlante. Donc en bas de la pyramide, vous avez ce qu'on appelle des mémoires non volatiles, donc c'est des mémoires qui, quand vous éteignez votre ordinateur, ne perdent pas la donnée.
Donc ça peut être du stockage flash, donc c'est ce que vous avez dans vos SSD, dans vos clés USB, ce genre de choses. Donc c'est une mémoire qui est assez relativement rapide. En fait, on a un temps d'accès en écriture qui est de l'ordre de la milliseconde. C'est assez petit en termes de taille, donc on peut stocker beaucoup, on peut aller jusqu'au terabit. Et c'est très faible en termes de coût d'énergie pour le transfert. Donc ça, c'est super sympa. Problème, c'est que c'est super lent. Ok. Et si on doit attendre une milliseconde avant chaque opération dans notre processeur, ben, on est mort, parce que ça va être super lent. Donc au-dessus de ça, on a mis un autre truc, qui s'appelle la DRAM. La DRAM, par contre, elle est volatile. Ça veut dire que si on éteint le PC, quand vous débranchez votre PC, tout ce qui était chargé dans la RAM de votre PC, en fait, ça disparaît. Ok. Par contre, ça a des temps d'accès qui sont beaucoup plus rapides, entre 10 et 30 nanosecondes. Mais par contre, le coût que vous avez en production de la DRAM, il est bien plus grand, et le coût physique, c'est-à-dire la place que ça prend, il est beaucoup plus grand. De même, l'énergie que vous devez transférer, vous devez utiliser pour transférer votre, pardon, votre data de votre DRAM à votre CPU, ben, elle est moindre que celle du flash. Parce que le flash, il faut transiter par justement toutes ces étapes de mémoire. D'accord. Ensuite, dans le processeur, on rentre dans le cache. Donc vous avez plusieurs niveaux de cache qui est fait par de la SRAM. À chaque fois, en fait, c'est des technologies différentes pour la RAM. Et encore une fois, bah, ça va beaucoup plus vite, mais c'est beaucoup plus grand en termes de taille physique et ça coûte beaucoup plus cher à fabriquer. Et à la fin de la fin, vous avez les registres qui sont en flip-flop. C'est encore une autre technique de mémorisation, mais là qui sont hyper rapides et qui permettent au CPU d'avoir instantanément accès à l'information. Il faut bien garder ça en tête, de se dire qu'en fait, il n'y a pas de mémoire parfaite. Il n'y a pas de mémoire qui soit non volatile, qui soit hyper rapide, et qui en plus ne prenne pas de place physique et consomme rien en termes d'énergie. Ça n'existe pas. Il y a juste une diversité de mémoires qui remplissent chacune des options bien particulières. Et donc en fait, quand on parle de mémoire pour le CPU, ben, on parle souvent de mémoire cache. Quand on parle de mémoire pour le GPU, on parle souvent de mémoire cache aussi. Et ce que vous avez quand vous mettez 64 Go de RAM sur votre PC, ben, c'est de la DRAM. Ce qui permet, c'est une brique plus proche du processeur que votre flash non, pardon, qui constitue votre SSD. Et de la même manière, quand vous avez de la RAM en GPU, ben, c'est cette RAM-là qui est associée au GPU et c'est ça qu'on va pouvoir appeler pour faire nos calculs. La question maintenant, c'est pourquoi ça pose problème. Ben, c'est qu'on est arrivé à un point où les technologies, ici dont je vous parle, la flash, la DRAM, la SRAM, etc., c'est des technologies qui sont assez anciennes et qu'on a hyper bien optimisées et qu'aujourd'hui, on n'arrive plus à faire scaler dans le sens où ben, on est arrivé à un point technologique où on n'arrive plus à les améliorer. Pour à peu près les mêmes raisons que le transistor plan, bah, il ne marchait plus à cause de la physique. Pour des raisons physiques, la flash, la DRAM, la SRAM, tout ça, ce sont des technologies qu'on ne peut plus trop améliorer physiquement. Et là, il y a un gros problème, c'est qu'en fait, euh, bah, toute notre technologie étant limitée, bah, en fait, on se retrouve à être limité en termes de vitesse. Pourquoi? Parce que c'est plus tellement le CPU et l'unité arithmétique et logique qui va nous bloquer en termes de vitesse, mais c'est en fait le fait de devoir transférer notre donnée de la DRAM à la cache à notre ALU, plutôt que de devoir faire le calcul. Et point non négligeable non plus, en fait, c'est aussi ce qui nous coûte le plus d'énergie. C'est-à-dire que transférer la donnée de la mémoire au processeur, ça coûte une blinde d'énergie, ça coûte une blinde en temps, alors que traiter l'information dans le processeur, ben en fait, on a déjà ça tellement optimisé que c'est plus du tout le facteur limitant. Et je vous ai mis une petite stat là. En fait, 70 à 90% de l'énergie qui est consommée dans les data centers, notamment pour l'IA, en fait, c'est de l'énergie qui est perdue à déplacer des bouts de mémoire. C'est-à-dire, je prends la donnée, il faut que je la traite, ben, je l'amène à mon processeur et je la ramène dans la mémoire une fois que j'ai fini de la traiter. Et en fait, c'est ça, c'est ces déplacements-là qui font que on consomme énormément et qu'on est hyper lent, entre guillemets, en termes de traitement. Euh, je voulais dire un autre truc, mais j'ai oublié, donc on verra plus tard. Oui, c'est ça.
Grosso modo, pourquoi c'est hyper inadapté pour tout ce qui est réseau de neurones et notamment LLM? Ben, c'est qu'en fait, vos LLM, c'est des petits neurones sur lesquels on vient faire des opérations qu'on appelle MAC, donc Multiplication Accumulation Operation. En gros, c'est vous prenez chacune de vos branches, vous les multipliez par un poids, vous additionnez tout, et puis vous avez une fonction d'activation dans votre neurone, et ce neurone envoie sa sortie à tous les autres neurones de la couche d'après. Pour la... Il y a différentes architectures de réseau, mais ça c'est la plus simple. L'histoire, c'est que des calculs qui sont hyper simples, où on vient lire de manière répétée des poids, et on vient additionner des valeurs. Et en fait, ça, c'est pas du tout adapté pour nos processeurs. Euh, alors, je parle même pas du CPU qui devrait faire chaque calcul quasiment indépendamment, mais même pour un GPU, en fait, faire ce genre de calcul, c'est presque, c'est pas antinaturel, mais c'est pas du tout fait. Le GPU n'a pas été du tout fait pour ça. Donc on se retrouve avec des problèmes de latence qui sont dus au fait que bah, à chaque coup de, à chaque coup d'horloge, je dois calculer une layer de mon réseau. Mais en fait, ça veut dire que je dois amener dans chaque unité arithmétique et logique le poids que j'ai stocké par ailleurs dans ma mémoire RAM, la valeur précédente sur la branche, etc., etc. Donc en fait, quand vous traitez, quand vous faites de l'inférence sur un réseau de neurones, ce que vous faites principalement, c'est bouger des poids de la mémoire cache de votre GPU à son unité arithmétique et logique, et vous faites ça en permanence. Et quand vous avez des modèles qui sont hyper lourds, genre 40 Go, en fait, même si vous avez 128 Go de mémoire RAM, à l'intérieur de votre GPU, vous n'avez pas 128 Go de mémoire en flip-flop qui vous permet de faire les opérations. Donc en fait, vous êtes constamment en train d'amener de la mémoire, repartir, amener de la donnée, repartir, amener de la donnée, repartir, amener de la donnée, repartir. Et c'est ça en fait qui vous coûte énormément dans le calcul en termes d'énergie et en termes de latence. Donc, grosso modo, les architectures qu'on a aujourd'hui, elles sont loin d'être adaptées pour les réseaux de neurones. Et j'anticipe un peu la question sur les NPU, mais grosso modo, les NPU, c'est des GPU qui ont été un petit peu plus optimisés qu'un GPU pour faire des réseaux. Mais ça reste sur le même principe de fonctionnement de séparation de mémoire et de calcul. Donc c'est soumis aux mêmes contraintes, si vous voulez, qu'un GPU en termes de latence et de mémoire de ce point de vue-là. C'est juste un peu plus optimisé parce que du coup, la- les opérations Mac, on les a bien spécifiées, bien internalisées, etc. Ça a été fait pour faire ça. Mais il y a toujours cette barrière entre mémoire et calcul qui fait qu'en fait, on ne peut pas s'affranchir de ce mur de la mémoire. La question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on sait ça? Comment est-ce qu'on peut surpasser ces limites-là? Alors, il y a plein de manières de le faire. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, je vais vous parler de celles que je connais le mieux. Et une approche pour faire ça, ça s'appelle le computing in memory. Donc l'idée c'est de dire, ok, on avait une architecture qui séparait la mémoire du processeur. C'était très bien, ça a marché pendant un certain temps, c'était incroyable, et pour les CPU aujourd'hui ça marche encore trop bien. Mais par contre, pour ce qu'on veut faire maintenant avec du calcul de densité et des réseaux de neurones, c'est pas du tout adapté. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va fusionner en fait la partie mémoire et la partie calcul. Au lieu d'avoir une mémoire séparée et d'amener la donnée constamment à l'unité arithmétique et logique, on va dire ok, en fait la mémoire est directement implémentée dans cette unité arithmétique et logique et on ne va pas avoir à la déplacer. Une implémentation classique de ça, c'est ce qu'on appelle un crossbar, un array crossbar, donc une matrice de crossbar. Grosso modo, vous avez une tension V1, V2, V3 qui représente vos entrées du réseau de neurones, donc par exemple ce que vous avez dans les branches. Okay. Vous allez le faire passer par un élément multiplicateur. Bon, ici c'est noté une résistance, mais ça peut être n'importe quoi d'autre qui va multiplier votre tension. Et grosso modo, dans ce cas-là, vu que c'est une résistance, vous allez obtenir ici un courant sur cette branche-là, qui est proportionnel à la fois au poids que vous avez mis ici et à votre tension ici. Et à la fin, si vous sommez tous vos courants, vous avez la partie accumulation. Donc vous avez à la fois la partie multiplication et la partie accumulation. Donc vous êtes en train de faire l'opération MAC qu'on cherche à faire. Donc cette structure-là, elle est hyper intéressante parce que ça veut dire que nativement, dans le silicium, vous avez écrit en dur votre réseau de neurones. C'est ce qui est fait, par exemple, par des boîtes comme Thales,
Où, grosso modo, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris le réseau de neurones je sais plus ce qu'ils ont mis, je crois qu'ils ont mis un Lama 70B, et ils ont hardcodé les poids en termes de valeur physique, d'accord? Ils ont dit, bah, ce poids-là, il vaut tant, ce poids-là, il vaut tant. Ils ont hardcodé cette architecture-là, et du coup, bah, vu qu'il n'y a plus de mémoire à amener, plus rien, bah, le calcul, il se fait hyper rapidement, et c'est pour ça qu'on a des résultats qui sont hyper impressionnants avec ce genre de machine. C'est qu'en fait, bah, le calcul, il est hyper rapide, et comme l'architecture a été pensée directement pour ça, bah, forcément, c'est bien plus efficace, et en termes de temps, et en termes d'énergie. Le point négatif de faire ça, c'est qu'en fait, si on le fait avec les technologies actuelles de mémoire et de calcul de transistors, ben, cette puce-là, elle est figée dans le temps. C'est-à-dire que si un jour on veut mettre à jour les poids, ben, en fait, il faut réécrire la puce. Il faut réécrire tous les transistors, toutes les mémoires, etc. Parce que l'architecture, le réseau de neurones, il est figé dans le silicium. L'idéal, ce serait d'avoir des mémoires qui soient aussi rapides que celles qu'on peut obtenir avec des transistors, donc celles qui sont utilisées là-dedans, qui soient non volatiles, c'est-à-dire qu'on n'ait pas besoin d'alimenter en permanence nos processeurs pour que ça reste, et surtout qu'on puisse du coup les modifier, que ce soit vraiment de la RAM, de la Random Access Memory, enfin entre guillemets de la mémoire effaçable et reprogrammable, et qu'on puisse reprogrammer ces trucs-là. Et aujourd'hui, je ne sais pas si vous vous rappelez ma petite pyramide de mémoire, mais de la mémoire qui est non volatile, qui est hyper rapide et qui consomme rien du tout, ben en fait, ça n'existe pas. Donc, il faut inventer de nouveaux types de mémoire. Et c'est ce dont je travaille dans ma thèse. Et ça, c'est une petite aperçu de tous les types de mémoire qu'on commence à développer. Donc, ici, vous avez la SRAM, la DRAM, donc celle que vous avez pour votre RAM d'ordi. La SRAM, c'est pour le processeur, la flash pour vos SSD. Et puis le reste, c'est que des mémoires qui sont plus ou moins en développement et qui proposent des fois de la non-volatilité, des ratios, je suis un peu fatigué, désolé, des coûts énergétiques qui sont assez faibles et de la latence qui est relativement faible par rapport à des technologies proches du processeur. Donc, par exemple, si on prend le FEFET qui a l'air tout en vert là, c'est sur des technologies de matériaux émergents, c'est un peu compliqué à expliquer, mais bref, on arrive à faire des mémoires qui sont comme ça. Et grosso modo, ça prend moins de place, ça ne nécessite pas beaucoup plus de masques, ça a une énergie qui est proche de celle des SRAM quand on veut transférer la donnée, ça a une latence qui est proche de celle des SRAM, et ça a une endurance qui est très bonne, qui est relativement bonne par rapport à celle des SRAM qui est bien meilleure. Mais par contre, on a une rétention. Ça veut dire que si on éteint notre processeur, ben en fait, la mémoire elle reste. Ça veut dire que non seulement on peut utiliser cette mémoire pour nos poids ici, mais qu'en plus qu'on peut la reprogrammer autant qu'on veut, et qu'on peut la laisser dedans autant qu'on veut, et le jour où on en a marre de notre Lama 70P dans cette puce-là, ben on peut le reprogrammer complètement pour avoir GPT 4.0 ou ce que vous voulez à l'intérieur. Donc c'est cette idée de combiner cette architecture où on mélange mémoire et calcul, et de nouvelles mémoires émergentes qui rendent possible ces applications de manière un peu plus pérenne que juste graver dans le silicium les poids du réseau. Le dernier truc dont je vais vous parler, c'est la photonique. C'est un truc dont on n'entend pas forcément beaucoup parler, mais grosso modo, tout ce qu'on fait en électronique avec des électrons, on peut aussi le faire en photonique avec des photons. Et on peut faire de ce qu'on appelle de la nanophotonique. Donc c'est tracer dans le silicium des résonateurs, des guides, etc. pour guider les électrons et en fait faire de l'électronique avec des photons. L'avantage de ça, c'est que c'est hyper rapide et que c'est beaucoup moins énergivore en termes de... c'est beaucoup moins énergivore. Et on a les mêmes logiques de computing in memory, de se dire on peut construire ce genre de matrice avec des réseaux photoniques qui consommeraient encore moins que ce qu'on voit là en termes d'électronique pure et qui ferait du coup bien nos affaires. Le problème, c'est que aujourd'hui, ces technologies de photonique, elles sont encore en développement et l'interfaçage avec l'électronique est assez compliqué aussi.
Euh, les matériaux qu'on utilise pour faire de la photonique ne sont pas forcément compatibles avec les matériaux qu'on utilise pour faire de l'électronique. Et donc dans les fabrications, enfin dans les fabs de processeurs, c'est pas forcément les trucs qui sont regardés en premier. Voilà pour l'idée finale. Si on doit faire une petite conclusion, euh, bah, l'idée c'est que de manière générale, le problème, c'est plus le calcul, c'est plus la vitesse à laquelle on calcule, c'est le mouvement des données. Et c'est pour ça qu'on a des problèmes à traiter des énormes modèles qui font plus de 70 gigas, c'est qu'en fait, il faut bouger cette donnée-là entre le processeur et les mémoires. Les gigahertz, donc la fréquence de vos processeurs, elle n'augmentera plus non plus pour des raisons physiques. Et c'est pas non plus le scaling qui sauvera l'architecture parce qu'on a vu qu'en fait, on arrive à des limites physiques qui permettent plus d'améliorer les performances. Donc les LLM, en fait, ils sont arrivés et ils ont révélé au grand jour toutes les limitations de l'électronique actuelle en termes de processeurs. Parce qu'il n'y aurait pas eu les LLM, toutes ces problématiques-là de mur de la mémoire, de mur du transistor plan et de mur à la fréquence, en fait, elles existent. C'est des choses que, quoi qu'il arrive, on aurait dû outrepasser. Mais le fait que les LLM demandent énormément de puissance de calcul et demandent des trucs sur lesquels on n'est pas du tout bon, ben en fait, ça expose beaucoup plus brutalement ces limites qu'on avait dans l'électronique. Donc l'avenir, il ne sera pas forcément plus rapide, mais il sera beaucoup plus parallélisé, il sera surtout beaucoup plus proche de la mémoire. Et dans l'architecture, c'est dans l'architecture même en fait qu'on va réussir à faire un truc intéressant. Voilà, j'en ai fini du tunnel infini sur les mémoires et le hardware pour les LLM. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Au moins là maintenant vous avez un bon aperçu de sur quoi vos LLM tournent et pourquoi c'est pas optimisé du tout et pourquoi dans le futur ça sera peut-être un peu mieux que ce qu'on a maintenant quoi. Ben, je travaille sur grosso modo je travaille sur FERAM, FEFET et FEMFET, c'est des technologies à base de FE, donc de matériaux ferroélectriques. Et je travaille sur une autre catégorie encore de mémoire à base de matériaux ferroélectriques, mais grosso modo, on arrive à des résultats qui sont assez probants. Tu vois, le FEFET, il se compare bien à la SRAM, et c'est qu'une question de temps avant qu'on résolve les problèmes d'endurance, etc. Donc c'est des trucs qui vont arriver d'ici 5 à 10 ans, je pense, des accélérateurs, on va dire, matériels, qui reproduisent vraiment l'architecture qu'on voudrait avoir pour un réseau de neurones, et avec des mémoires hyper intéressantes. Sachant qu'en fait, toutes ces mémoires-là, elles sont intéressantes pour l'application crossbar, mais elles sont aussi intéressantes en tant que mémoire, juste en tant que mémoire, pour de l'architecture classique de von Neumann. Parce que si vous lui mettez une mémoire qui est beaucoup plus rapide et non volatile, bah, en fait, ça peut carrément remplacer votre DRAM. Au lieu de, à chaque fois que vous démarrez, vous chargez Windows de votre RAM, en fait, Windows est tout le temps chargé votre RAM et l'allumage de votre ordi, il prend 0 seconde parce que tout est déjà chargé. En fait, c'est ça, c'est que le fait que les LLM se développent autant, ça a mis en lumière vraiment ces limitations de l'électronique, mais si on voulait continuer à avoir des processeurs toujours plus efficaces, toujours plus puissants, en fait, on aurait dû passer par là aussi. Je veux dire, c'est pas un truc qui est propre au LLM, c'est juste que intrinsèquement, en fait, on avait atteint une limite, il fallait passer, passer outre, quoi. Euh, Bah alors, la recherche, du coup, c'est pas, a pas attendu l'avènement des LLM, si tu veux, pour se mettre à bosser là-dessus, parce que, grosso modo, je te dis, toutes ces problématiques-là de mur de la mémoire, de mur en fréquence, des problématiques de fin de la loi de Moore, grosso modo,
Ça existe déjà, on sait, depuis 15 ans déjà, on se bat contre. En fait, la recherche, elle est déjà directement en mode, bah, il faut qu'on trouve des solutions. Maintenant qu'il y a eu ces LLM, ben, on est beaucoup plus parti sur des accélérateurs pour justement ces intelligences artificielles-là, pour les réseaux de neurones. On recherche si tu veux, la recherche se fait financer énormément par des industriels qui veulent que ce genre d'accélérateur soit disponible le plus rapidement possible. Donc, euh, donc tu cherches là où il y a de l'argent, grosso modo. Ben, j'ai commencé ma thèse il y a grosso modo 1 an et demi, donc c'était la fin du début des LLM, on va dire. Euh, donc j'avais pas forcément idée que ça pouvait être autant impactant, parce que j'avais pas l'idée que les LLM allaient prendre autant de place. Mais maintenant que j'y suis, je suis très content de l'avoir fait. Et grosso modo, c'est en sortant d'école d'ingé, je voulais faire une thèse en électronique. Et j'ai trouvé ce sujet qui était assez intéressant de mon point de vue. Pas forcément pour l'IM en général, mais juste pour résoudre ces problèmes de mémoire. C'était de base créer une mémoire. Comme ça, c'est déjà super, même s'il n'y avait pas l'IA. Donc c'était déjà un bon challenge en soi. Et puis il y a tout un tas de trucs dont j'ai pas parlé pour le computing memory, mais il y a d'autres problématiques que juste faire tourner l'IA, qui sont le fait que tu vas avoir une explosion du nombre d'objets connectés. Ces objets connectés-là, c'est pareil, il leur faut des mémoires qui sont hyper spécifiques parce que il faut que ce soit non volatile, il faut que ce soit très basse consommation, etc. etc. Donc en fait, les mémoires qu'on développe, elles ne sont pas uniquement dédiées à cette architecture particulière, mais elles sont destinées à plein d'applications et on n'a pas fini de découvrir toutes les applications qu'on pouvait faire avec ces mémoires-là. Bah ouais, alors, si tu veux, c'est deux poids deux mesures parce qu'on travaille quand même. L'IA avance très vite, le SOT avance très vite, et nous, on est quand même. Enfin, derrière, ça reste de la physique, des matériaux, des trucs. Enfin, c'est quand même beaucoup plus lent à avancer que d'updater des poids dans un réseau de neurones, si tu veux. Donc, ça prend du temps, c'est pas forcément abouti, et je te dis, d'ici, je pense, 5 à 10 ans, tu auras les premiers accélérateurs. Ouais, je pense 5 ans, les premiers accélérateurs vraiment basés sur des mémoires non volatiles, reprogrammables, euh, qui ont des caractéristiques proches de la DRAM ou de la SRAM, quoi. Exactement, en fait, pourquoi tu as des gens, enfin aujourd'hui tu as un problème de RAM, c'est qu'en fait, pour fonctionner, tes, tes data centers, ils ont besoin de RAM type DRAM, et qu'en fait, la DRAM qu'ils veulent, c'est de la mémoire qui se trouve entre la DRAM et la SRAM. Donc c'est un truc qui est un peu chiant à produire, qui coûte super cher, qui demande des niveaux de gravure qui sont hyper fins, et enfin, grosso modo, c'est un bordel à produire. Et enfin, grosso modo, c'est une mémoire qui est hyper performante. Donc ça met en lumière le fait que le problème, en fait, c'est pas le processeur, c'est les mémoires. Et du coup, bah, les fondeurs qui voient l'opportunité bah, se disent que c'est beaucoup plus rentable de produire ce type de mémoire-là que de produire de ta DRAM pour ordi qui va pas enfin, qui coûte du coup beaucoup plus cher, mais qui est fondamentalement beaucoup moins cher à produire et qui va se vendre moins. Je sais pas si j'ai bien répondu à tes questions, mais ouais, grosso modo, quand. Bah, bah, c'est relativement avancé. C'est-à-dire que si je commence à lister la liste, enfin, tous les problèmes qu'il y a sur ce type de mémoire-là, on n'est pas fini non plus. Si tu veux. La recherche a encore un petit bout de truc à faire avant que ça soit vraiment commercial. Alors,
Je te prends l'exemple de la Ferram. Donc la Ferram, c'est sur le papier une techno qui marche super bien, tu vois, qui a une très bonne endurance, qui a une très bonne latence, qui a une très bonne énergie. Bon, un picojoule, ça reste négligeable devant ce que tu avais par exemple pour la. Enfin, ça reste comparable à de la DRAM, sauf que ta Ferram, elle est non volatile. C'est-à-dire que si tu l'éteins, bah, c'est bon. Et tu vois que donc c'est ce qu'on appelle la rétention, hein. La rétention est à 10 ans pour la Ferram, alors que ta DRAM, bah, elle est pas. Il faut la refresh à chaque fois. Si aujourd'hui tu remplaces de la Ferram par de la DRAM, enfin de la DRAM par de la Ferram, bah, tu as tout gagné. Le problème, c'est que cette Ferram-là, quand tu la lis, bah, c'est une lecture qui est dite destructive. Ça veut dire que, grosso modo, quand tu lis l'information à l'intérieur de ta mémoire, tu la détruis, et donc il va falloir la reprogrammer pour restocker l'information. Donc la Ferram, c'est ce qui est aujourd'hui le plus abouti. Il y a déjà des démonstrateurs industriels qui ont été sortis, mais c'est des trucs qui ont été publiés dans des papiers, et dans la communauté scientifique, on se dit qu'en fait, si ça a été publié en papier, c'est que aujourd'hui, les process de fabrication qui permettent de fabriquer ce genre de trucs ne sont pas encore assez optimisés pour que ça soit rentable. Aujourd'hui, on a tellement optimisé les coûts sur la fabrication de la DRAM que fabriquer de la Ferram, même si c'est sur papier beaucoup plus avantageux, ça a coûté quand même beaucoup plus cher à fabriquer, et donc de manière rentable derrière pour ceux qui veulent l'utiliser, bah, ça sera toujours plus rentable d'utiliser de la DRAM que de la Ferram. Donc c'est une question de fabrication. Le fait que tu détruises ta mémoire quand tu la lis, bah, ça empêche toute application pour des réseaux de neurones comme ça. Parce que s'il faut reprogrammer à chaque fois, ça va être un bordel, enfin, c'est l'enfer. C'est une mémoire par exemple que tu ne peux pas utiliser pour du crossbar, mais que tu peux utiliser de manière générale. Des mémoires. Ouais, exactement. Exactement ça. Les autres technos, par exemple, c'est du FEFET ou du FEFET qui sont assez similaires entre elles. Mais on a d'autres problèmes. Tu vois, par exemple, on a une bonne rétention, mais par contre l'endurance est moindre. Ok, on a tendance à casser en fait le- la structure quand on utilise trop. Tu vois, la latence n'est pas forcément super bonne, l'énergie n'est pas forcément super bonne, ça fait beaucoup de masques, ça prend beaucoup de place, etc. Et surtout, euh, en fait, c'est des trucs qui sont encore à l'état de développement. C'est-à-dire que la physique dans laquelle on se lance pour fabriquer cette chose-là, on ne la maîtrise pas encore complètement. Et bah, ça pose énormément de problèmes. Typiquement, un effet qu'on a sur toutes ces mémoires fabriquées, ce qu'on appelle l'imprint, c'est un truc qui te dit, grosso modo, plus ta mémoire reste dans un état, plus elle va avoir tendance à déplacer son état interne vers un extrémum, et plus ça va être dur du coup d'aller lire l'information. C'est un truc qui a plein de conséquences physiques et de causes physiques, et qu'on a du mal à discerner, et donc c'est l'un des trucs sur lesquels on travaille par exemple. C'est-à-dire, ok, comment on peut atténuer cet effet, modifier cet effet, faire en sorte de l'éviter, etc. Ah bah à la fin, oui, c'est de la physique. Et je sais pas si tu as vu du coup la vidéo de Veritasium sur ces histoires de gravure, mais je t'invite vraiment à la voir parce que c'est des trucs, genre, pour aller graver ton processeur en 7 nanomètres, il faut une ingénierie de fou malade, mais il faut faire de la recherche de fou malade pour arriver à avoir un truc qui te grave le bon truc à 7 nanomètres. C'est presque plus compliqué, si tu veux, de faire l'outil pour faire la puce que de faire la puce. On est dans ce genre de délire de fabrication, quoi. Et les trucs qu'on utilise, un des autres, donc les nanowires FET, c'est des trucs qu'on utilise du coup, des nanophiles en tant que planeur. Et le nanophile, par définition, bah, il est à l'échelle nanométrique, c'est-à-dire qu'il fait 2-3 nanomètres de largeur, et c'est ça qui fait ton canal. Donc si tu déposes un cheveu sur... c'est comme si tu essayais de... Je sais pas, tu prenais deux briques de Lego de taille standard, et tu mettais un cheveu par-dessus, et tu allais faire conduire ton électricité là-dessus. Mais t'imagines que la brique de Lego, en fait, elle fait 100 nanomètres, et que le cheveu, il en fait 3.
C'est hyper dur en fait à faire techniquement. Euh, alors dans la recherche, je sais pas, parce que c'est un milieu qui est quand même assez, comment dire, pour faire de la recherche après la thèse, ça demande pas mal de boulot après la thèse parce que tu n'as pas de poste permanent directement, généralement. Euh, tu passes souvent par des post-doctorats, donc ils sont des petites missions temporaires dans des labos en France et à l'étranger pour te constituer de l'expérience et passer le concours après pour devenir chercheur ou avoir un dossier suffisant pour postuler à des postes de maître de conf dans les universités. Donc c'est un truc que j'ai pas forcément envie de faire, donc faire de la R&D dans une boîte après ça sera très bien aussi. Alors les grosses boîtes en France, tu en as deux. Je veux dire, qui fabriquent vraiment ce genre de dispositif. Tu as ST Microélectronique, qui est la grosse fonderie européenne partagée entre la France, l'Italie, etc. Mais qui est historiquement plus sur des technologies moins de pointe et des applications plus industrielles pour la voiture, l'industrie, etc. Donc c'est des technologies de gravure qui sont moins avancées et qui sont pas forcément à la pointe comme ça, mais le ST cherche beaucoup, par exemple, sur les mémoires ferro, etc. Je travaille avec eux, enfin, c'est des trucs. C'est pas des sujets de recherche qui sont laissés à côté, si tu veux, mais c'est juste que ils sont moins dans la course que des géants comme Intel ou Nvidia, par exemple. Et de l'autre côté, tu as Thales, qui est plus dans les questions de sécurité, d'armement et des choses comme ça, qui produit aussi énormément de puces parce qu'ils veulent s'assurer que les puces qu'ils fabriquent, bah, ils soient capables de les fabriquer et qu'elles soient sécurisées d'un point de vue électronique, quoi. Donc c'est deux grosses boîtes qui font ça en France. Bah, en fait, t'es pas obligé d'avoir le, le- comment dire, l'explosion des réseaux de neurones, elle n'est pas qu'à l'échelle du LLM, si tu veux. Tu peux faire des réseaux de neurones aujourd'hui pour faire tout et n'importe quoi. Et notamment, tu peux accélérer des tâches, je sais pas, de traitement de données ou d'analyse de données par des réseaux de neurones qui ne sont pas forcément des transformers comme tu utilises dans TLR, qui sont du coup beaucoup plus petits en termes de taille, qui demandent beaucoup moins de ressources, mais qui, dans des applications type IoT, ben, ont encore du mal à trouver leur place parce que ça consomme trop, c'est pas adapté, il faut un GPU de fou quand même pour le faire tourner, etc. Donc tu as tout un tas de secteurs où, je sais pas, tu prends un capteur, je sais rien, de température, de pression et de pluviométrie que tu veux mettre et tu veux qu'il analyse lui-même ces données pour par exemple soulager le calcul que tu as à faire dans tes data centers. Ça s'appelle le edge computing, c'est le fait de traiter la donnée là où elle a été produite et pas dans un grand data center. Ben, ce truc-là, en fait, ça va te demander une puissance de calcul non négligeable au niveau du capteur, qui aujourd'hui n'est pas possible parce que les mémoires ne sont pas capables de fournir les caractéristiques qu'on leur demande. Et donc c'est plus sur ce type d'application-là que des boîtes comme ST peuvent se positionner, en disant ok, ben, on va pas faire le prochain processeur pour l'écran LLM, pas devenir Nvidia, mais par contre on va vous proposer toute une gamme de processeurs qui sont capables de traiter de l'information rapidement sur des petits réseaux de neurones, faire de l'accélération matérielle pour des petits réseaux de neurones, ça c'est tout à fait probable. Ouais. Mais bon voilà, je suis un peu malade, je commence à plus trop avoir de voix. Si vous avez plus trop de questions, je pense qu'on va s'arrêter là. Ouais, normalement j'ai l'enregistrement là, on va voir ce que ça donne.
Au pire, s'il y a vraiment des gens qui reveulent, je pourrais refaire une session, il n'y a pas de problème. Bah, cool que ça vous ait plu. Trop bien. Alors, les vidéos, c'est quand même autre chose, hein. C'est pas... Ouais, un peu. Bah super, avec plaisir.